Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission. Ibrahim Atia, journaliste, directeur de publication de Temps Nouveau, et Emmanuel Vivien Tomi, il est conseiller en communication politique, directeur de publication de Plume Libre. Les autorités maliennes de transition exigent que la Côte d'Ivoire extrade les personnalités politiques maliennes qui ont trouvé refuge à Abidjan. Dans sa déclaration officielle, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, explique qu'il s'agit d'une simple contrepartie sans laquelle la libération des soldats ivoiriens ne serait pas une solution durable, mais au contraire une solution à sens unique. Alors Emmanuel Vivien Tomi, on peut dire que c'est la condition sine qua non aujourd'hui pour libérer ces 46, finalement, les 46 militaires ivoiriens qui sont encore à Bamako. Il faut d'abord saluer le travail du Togo dans la médiation, dans ce conflit difficile. La libération des 3 femmes militaires est un signe que les 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Mali, respectent d'abord la médiation, respectent le Togo et ont envie d'aller vers une résolution définitive de cette conflit. Et ça, c'est la première chose. La seconde chose, je me réjouis, on n'en parle pas peut-être sur les médias, mais il faut le dire. Pendant que l'affaire des 49 devenus 46 militaires arrêtés au Mali continue, les discussions continuent, la Côte d'Ivoire envoie toujours ses agents, ses militaires dans la mission des Nations Unies au Mali. On n'en parle pas, mais c'est bizarre. Voilà. Mais au même moment, on tait ça, on met ça sous éteignoir. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus de 600 militaires qui sont en mission au Mali, pour la paix, sous le couvert des Nations Unies. Quand on le dit, nos frères et sœurs du Mali ne comprennent pas et nous appellent après les émissions, c'est une bonne chose. Nous sommes très ouverts. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Le Mali veut marchander les 46 militaires. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que le Mali a beaucoup de choses à réclamer à la Côte d'Ivoire. D'abord, l'assurance que la Côte d'Ivoire ne serve pas de base arrière pour des personnes qui voudraient déstabiliser l'actuel régime au Mali. Et ça, le ministre conseiller du président Alassane Ouattara, Fidel Sarasoro, récemment a rassuré les autorités maliennes. Oui, mais pas des paroles. Et justement, le gouvernement du Mali dit, nous voulons au-delà des paroles, des écrits. Nous voulons un papier, un engagement. Or, pour un régime ou d'un pays souverain, il n'y a pas de diktat en plus. Le Mali ne peut pas forcer, quel que soit le cas, le Mali ne peut pas forcer la Côte d'Ivoire à prendre des engagements écrits. En diplomatie, on peut s'entendre. Les 2 présidents peuvent se réunir sous la médiation du doyen Faure Gnassingbé du Togo. Les 2 présidents du Mali et de la Côte d'Ivoire peuvent se réunir, s'entendre, se présenter les excuses mutuellement, et puis ça s'arrête là. Mais dire que le gouvernement d'Abidjan doit prendre des engagements écrits. Le faire, c'est comme si déjà, auparavant, vous servez de base pour c'est comme vous reconnaissez les accusations à votre endroit. Et pour un État, ça ne se fait pas. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Le Mali profite justement de ces soldats arrêtés pour pouvoir demander certaines doléances à la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire extrade ceux qui sont soupçonnés, ceux qui sont recherchés par la justice, ceux qui sont accusés de vouloir déstabiliser le Mali, que la Côte d'Ivoire essaie de les extrader. Et aux dernières informations, la plupart des noms cités, c'est difficile de les retrouver à Abidjan. Ça, c'est clair. On a parlé de Karim Keïta. Il y a beaucoup de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de politiciens, d'opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a également Tiémé, Hubert Koulibaly. Ils sont plus nombreux que ça. Certains sont accusés de vouloir faire un coup d'État, pour être clair, au régime du Mali. Donc aujourd'hui,
les 46 soldats sont devenus des appâts qu'on utilise juste pour, effectivement, faire des réclamations. Au-delà de ça, le Mali voudrait bien que la Côte d'Ivoire s'engage à défendre maintenant son dossier dans les institutions internationales, auprès de l'Union africaine pour la levée des sanctions, la levée définitive des sanctions, auprès même des organisations régionales ou sous-régionales. Et aussi au niveau de la BCEAO. C'est peut-être reconnaître d'une manière sous-jacente la puissance de la Côte d'Ivoire. Prenez un pays comme la Côte d'Ivoire a son mot à dire en ce qui concerne les sanctions qui ont trait à la BCEAO. La Côte d'Ivoire a un poids économique dans notre région et le Mali le sait. Et maintenant, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aussi a des choses à demander au Mali. Donc, je pense que c'est important qu'on dise les vraies informations à tous. Pendant que les deux pays se querellent pour la question des 46 soldats, les militaires ivoiriens continuent pas à faire leur mission de paix au Mali. C'est important de le dire à la population. Et en même temps que c'est légitime pour le régime du Mali de pouvoir réclamer certaines choses, l'assurance qu'on ne va pas être déstabilisé, il ne faudrait pas que le jeune chef d'État outrepasse aussi certaines méthodes qu'on ne fait pas en diplomatie. Ça veut dire quoi? Le président Faure Gnassingbé du Togo fait de son mieux pour que les deux chefs d'État s'entendent. Mais il ne faut pas non plus demander l'impossible. C'est pour terminer, peut-être pour jeter. Vous savez, en matière de négociation, on met toujours la barre très haute pour pouvoir diminuer un peu. Si vous savez que vous avez une rencontre avec votre interlocuteur, vous savez que vous avez besoin de 12, mais vous demandez 24. Et après, vous dites, OK, je fais concession, je mets de l'eau dans mon vin, ainsi de suite. Et je crois que c'est cela. Sinon, comme on l'avait annoncé sur ce plateau, tous les militaires arrêtés seront libérés. La preuve en est la libération de ces femmes militaires, les 3. Tous les autres aussi seront libérés. Mais avant qu'ils ne soient libérés, le Mali voudrait profiter de cet incident-là pour pouvoir avoir certaines déterminations ou certains engagements de la Côte d'Ivoire. Mais je dis, en diplomatie, ça se fait, mais ça peut se faire d'une autre façon. Et que le régime du Mali n'est pas obligé de communiquer sur tout. Ça ne se fait pas en diplomatie. Et on dit l'essentiel dont le peuple a besoin, l'essentiel dont la communauté internationale a besoin. Mais quand vous affichez tout en même temps aussi, on risque de dire, mais écoutez, comment vous jouez la diplomatie? Parce que le Mali a toujours besoin de la Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire a besoin du Mali. Alors, Ibrahim Macha, en tout cas, jusqu'à ce stade, livrer les personnalités maliennes qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire est exclu, catégoriquement exclu par le pouvoir d'Abidjan. D'ailleurs, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a dit non, on vise plus le fils de l'ancien président, Keïta, Karim plutôt, Keïta, Boubou Sissé également, et puis Hubert Koulibaly, qui était aussi ancien ministre. Comment vous voyez cela? Non, nous avons dit sur ce même plateau que l'arrestation des 49, bon, ils sont 46 maintenant, militaires ivoiriens. On est habitué à 49. Ouais, à Bamako, était une prise stratégique de Bamako. Oui, de Bamako. Et vous vous rappelez qu'on vous disait que non, ils seront libérés, mais Bamako voudrait une contrepartie. Donc pour pouvoir les libérer, c'est qu'il va falloir aussi que du côté d'Abidjan aussi, on essaie de leur envoyer aussi des gens qui étaient recherchés à Bamako et qui ont des choses à se reprocher sur le plan sécuritaire. Parce que quand vous prenez un peu le fils de Ibrahima Boubacar Keïta, Karim Keïta, et les FAMA au niveau du Mali, lui reproche beaucoup de choses en lien avec la gestion même de la crise là-bas, la gestion du terrorisme et même ses interférences dans tout ce qu'il y a comme transactions militaires au Mali et qui se sont révélées très chaotiques. On a souvenance des hélicos. Des hélicos de guerre commandés et qui se sont révélés des épaves. Donc voilà, il y a cela aussi. On se rappelle aussi
qu'il y a eu des enregistrements téléphoniques entre Boubou Cissé et le président Alassane Ouattara. Quoique jusque-là... L'affaire là est toujours en justice. Voilà, c'est en justice. Quoique du côté d'Abidjan, on ne reconnaît pas, à proprement parler, ces enregistrements. La voix du président Ouattara. Bien évidemment. Et c'est toujours une affaire qui est sur le tapis. Et les nouvelles autorités maliennes voudraient voir clair dans cette affaire. Et Tomi a bien fait aussi de planter le décor en disant que les autorités maliennes ne voudraient pas que la Côte d'Ivoire serve de base arrière à tous ceux qui voulaient attenter à l'intégrité physique et territoriale du Mali. Et donc, dans ce positionnement, il va de soi que Bamako profite de l'arrestation de ces 46 militaires ivoiriens pour réclamer un certain nombre de choses auprès de Abidjan. Et l'autre aspect aussi, je pense que c'est ça aussi qui est très déterminant. Dans les premières heures du putsch au Mali, nous voyons que le président ivoirien n'était pas, à proprement parler, très favorable à la junte. Et il s'est montré très ferme et je pense qu'il a pesé lourd aussi dans les décisions de la CEDEAO en ce qui concerne les sanctions contre le Mali et tout ce qui a suivi par la suite. Vous pensez que c'est ce qui pousse aussi le pouvoir malien à avoir ce regard sévère sur la Côte d'Ivoire? Bien évidemment, vous savez, en matière diplomatique, il y a la réciprocité. Donc quand vous vous montrez très sévère envers un pays, le pays aussi attend aussi des occasions pour pouvoir vous retourner la réciproque. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que les présidents de la sous-région, pourquoi pas même à l'échelle de l'Union africaine, doivent déjà commencer par travailler sérieusement pour que la situation ne s'empire pas. Et nous saluons à juste titre aussi la médiation togolaise et le chef de l'État et son ministre des Affaires étrangères qui essaie de rapprocher les deux positions, qui essaie de travailler et pour que cette crise des militaires maliens et militaires ivoiriens puisse être une fois de bon réglé, soldé, et que cela n'entame pas les relations entre le Mali et les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, parce que ce sont des peuples frères et quand il arrive qu'ils ne s'entendent pas, c'est le nid qu'on fait au terrorisme, parce que les terroristes aiment les gens qui ne s'entendent pas et ils peuvent surfer aussi sur leur mésentente pour pouvoir frapper, pouvoir étendre aussi leur zone d'influence. Et je pense qu'il faudrait que du côté de Bamako, mais pourquoi nous le disons, pourquoi nous voudrions que ce soit Bamako qui mette de l'eau dans ses vins, parce que l'État d'abord est fragile par rapport au terrorisme qui est à court là-bas. Et en même temps aussi, la junte devrait aussi faire un effort pour montrer sa bonne foi dans le sens de normalisation en tout cas du pouvoir, le retour à la normale en Côte d'Ivoire et tout ça. On l'a déjà vu avec la libération des 3 soldats Ibrahim Atia. Ouais, on peut aller au-delà. Si on a libéré 3, c'est qu'on peut aller au-delà. Donc il ne faut pas forcément attendre que les autres envoient les terroristes et tout ça là. Puisque quand vous prenez aussi dans le système des négociations et surtout dans la diplomatie, il y a certains officiels ou bien certains politiciens qui doivent être systématiquement protégés. Parce que Bamako les réclame, c'est pour en faire quoi? On réclame Karim Keita pour en faire quoi? Judiciaire. Je ne refuse pas. Il y a Boubou Cissé, on le réclame, c'est pour en faire quoi? C'est pour venir répondre. Bon, eux, ils estiment qu'ils ont œuvré sur le plan politique et que comme il y a eu un nouvel ordre politique, ils sont devenus automatiquement des opposants. Et ils ont aussi la possibilité d'être protégés dans d'autres pays. Vous savez, quand il y a eu cette situation, la loi le dit. La loi le dit. Donc, sur ce plan aussi, je pense que les autorités maliennes doivent comprendre aussi la chose, que ainsi va aussi la diplomatie. Et il ne faut pas aussi donner l'impression comme quoi on veut prendre en otage les gens pour pouvoir résoudre un autre problème. Quand on procède comme voilà la contrepartie. Et quand, ou bien c'est une rançon qu'on demande. Quand on procède comme ça, ça frise un peu le banditisme, quoi.
Alors, extradition exclue. Abidjan l'a dit d'ailleurs, ça rend compliqué peut-être la suite de la médiation du Togo. Emmanuel Vivien Tomi. Voilà, c'est des dossiers qui compliquent la médiation. Et puis aussi, moi, ce que je n'aime pas trop en Afrique, c'est ce cafouillage aussi, puisque du moment où le Togo fait la médiation, les pays qui voudraient bien aussi travailler dans le sens de la réconciliation entre les deux pays, devraient être sous coupole du Togo. Vous le parlez du Sénégal peut-être. Du Sénégal, le Nigeria, une mission a été chez le président, et c'est là où le président lui-même, le président du Mali lui-même, a déclaré certaines choses qu'il ne devrait pas dire. Un chef d'État, avant de parler, doit vraiment mesurer ses propos. Parce que le ministre peut le dire et le chef de l'État peut rectifier après. Mais quand c'est le chef de l'État qui le dit directement, je pense qu'en réalité, même dans l'administration, la parole du chef de l'État vaut décret ou décision. Le reste, c'est un suivi qui sera fait. Donc aujourd'hui, il est très important que ces pays qui veulent intervenir pour une bonne fin à cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, doivent s'aligner derrière le Togo, parce que le Togo a déjà eu des résultats concrets. Et ne vous trompez pas, à Accra, le Togo était l'un des pays à dire, c'est vrai, c'est un coup d'État, ce n'est pas démocratique, mais en même temps aussi, ne punissons pas la population du Mali. Tout à fait. Parce que quand vous prenez les sanctions, des fois, vous pensez que c'est les dirigeants, mais c'est plutôt les citoyens qui souffrent. Donc le Togo, ayant été sanctionné pendant des décennies, et ayant eu à traverser des crises, n'a pas voulu tout de suite s'aligner vers les radicaux qui disaient mais il fallait tout interdire, il fallait les sanctionner, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tout le monde peut être rassuré, les 46 militaires seront libérés. Ce n'est peut-être qu'une question de jours ou plus de semaines ou mois, mais ils seront libérés parce que la Côte d'Ivoire et le Mali ne sont pas en guerre pour qu'on fasse des échanges de prisonniers. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est quand on est en guerre qu'on fait des échanges de prisonniers, peut-être sous auspice des organisations internationales des Nations Unies, la Croix-Rouge, ainsi de suite. Vous n'êtes pas en guerre. Et je le dis, je le répète, la Côte d'Ivoire continue pas à envoyer des militaires au Mali pour la paix. La réalité, c'est qu'il y a eu un imbroglio au niveau de l'administration en ce qui concerne les 49 militaires. Et la faute est à qui? La faute est à la Côte d'Ivoire et au Mali. La faute est partagée. Et ensuite, responsabilité partagée. Aux Nations Unies. Parce que je ne peux pas admettre que jusqu'à ce niveau-là, en tant que haut fonctionnaire, on puisse se permettre de faire des erreurs administratives au point que des militaires descendent dans un pays sans que les autorités du pays ne soient au courant. En même temps aussi, au niveau du service de renseignement du Mali, comment se fait-il qu'on peut attendre qu'un avion quitte Abidjan pour arriver à Bamako avec des militaires et du matériel de guerre sans qu'on ne sache? C'est quel service de renseignement? Non, justement, ils l'ont su. C'est pourquoi ils ont pas arrêté. Donc, ça veut dire que les autorités maliennes savaient qu'il y avait de ces erreurs administratives, mais elles attendaient pour pouvoir les arrêter par la suite. Et je ne crois pas que politiquement, ce soit bien vu. Je ne veux pas utiliser des mots pour fâcher mes frères maliens, mais en réalité, la Côte d'Ivoire et le Mali, tout comme les Nations Unies, ont péché par cette erreur administrative-là. On ne peut pas envoyer des militaires dans un pays sans que les autorités ne sachent. Ce n'est pas normal. Allez, la petite pause, elle s'impose. On revient pour la suite et la fin.